Donc déjà, bonjour à tous et merci d'être présents à ce webinaire organisé par le Parc national de la Guadeloupe. Cette conférence est intitulée « Lichen de Guadeloupe, une diversité à explorer ». Alors, je fais cette conférence dans le cadre de mon doctorat. Cette thèse de doctorat, elle est franco-belge, elle est soutenue à la fois par la Belgique via l'Université de Liège et le FNRS, et puis elle est également française parce qu'elle est soutenue par l'UMS Patrinat, qui dépend du Muséum d'histoire naturelle, de l'OFB, du CNRS, par le Parc national de la Guadeloupe, par l'Association française de lichénologie, et il faut également citer l'ONF Guadeloupe, qui est partenaire de ce projet. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, déjà, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'un lichen. Donc un lichen, c'est avant tout un organisme symbiotique. Voici une opération simple. Un lichen, c'est un champignon associé avec une algue. Je vais montrer un exemple ici d'un lichen qu'on trouve en Guadeloupe. Lorsque l'on fait une tranche dans ce lichen, comme on ferait une part de gâteau très fine, on voit apparaître, alors je vais mettre mon pointeur pour que ce soit plus aisé. Ah, je vois qu'il n'y est pas, attendez, 2 minutes. Voilà, ça ira mieux. Alors, je disais, quand on fait une tranche dans le lichen, comme on ferait une tranche dans un gâteau très fine, on peut voir les deux partenaires en symbiose lorsqu'on regarde cette coupe au microscope. D'une part, les petites boules vertes que vous voyez ici, ce sont les algues. Et puis, le reste, ici, les espèces de filaments qu'on appelle hyphes, c'est le champignon. Et puis, on voit certains filaments, donc les hyphes du champignon, qui s'enroulent autour de l'algue, qui montrent qu'en fait, il y a une interaction entre les deux partenaires. Alors, quelle est cette interaction? L'algue va capter les rayons du soleil et puis il va convertir l'énergie lumineuse en énergie et en nutriments pour le champignon. Voilà comment fonctionne la symbiose. On appelle cela la photosynthèse. Le champignon, en échange, il va fournir un abri pour l'algue qui va lui permettre de coloniser des endroits qu'elle n'aurait pas pu coloniser seule. Alors, dans cette relation, le champignon, lui, il ne peut pas vivre sans son algue. Son algue, c'est un peu comme ces mini panneaux photovoltaïques, en gros. Mais l'algue, par contre, elle vit très bien sans le champignon. Elle vit dans l'environnement et le champignon va juste rentrer en symbiose avec pour pouvoir survivre. Et puis, quand on regarde cette coupe, on voit que le champignon, c'est environ 80% de la biomasse du lichen et l'algue, ça va concerner 20% de sa biomasse. C'est pour cela qu'on considère qu'un lichen, c'est avant tout un champignon. Alors, vous allez me dire, quoi, un lichen, c'est un champignon? Cela peut surprendre parce qu'on a l'habitude de voir un champignon plutôt sous cette forme-là, c'est-à-dire un espèce de stipe avec un chapeau. En fait, notre regard, il est biaisé parce que quand on entend parler d'un champignon, on voit surtout les champignons qu'on mange, comme les champignons de Paris, par exemple. Mais il existe d'autres types de champignons, comme on peut voir ici, qu'on appelle les ascomycètes, qui se présentent sous la forme également d'un stipe et d'un chapeau, mais le chapeau, il est à l'envers ici. Et ceux-là, habituellement, on ne les mange pas généralement. Vraiment pas, ça marchait. Alors, J'ai fait le quelle test, est la ça marchait. différence majeure entre un champignon non lichénisé et un champignon qui est en symbiose avec une algue? Ici, lorsqu'on regarde un champignon, ce qu'on voit, la partie visible du champignon, c'est qu'une partie précise du champignon. C'est son fruit, entre guillemets, on appelle cela le carpophore, et le reste du corps du champignon, on va le trouver dans son substrat, sous forme de filaments qu'on ne peut pas voir. Tandis que chez les lichens, en fait, lorsqu'on voit un lichen, on voit la totalité de l'organisme. On voit à la fois les parties reproductrices, ici, qu'on appelle apothéties, et puis tout le reste qui va coloniser la surface de son substrat. Ici, c'est la surface d'une écorce, par exemple. Pour reprendre mon propos, voici un dessin d'un champignon, tout ce qu'il y a de plus banal. La partie visible, c'est celle-ci, ce qu'on appelle le carpophore, et ce qui permet aux champignons de se disséminer via les spores. Mais en fait, lorsqu'on ramasse un champignon, on ramasse qu'une partie du champignon. Tout le reste est sous forme de filament qu'on appelle le mycélium, qui va être dans le substrat qui colonise, qui va être soit dans le sol, soit dans le bois, et qui va permettre de décomposer le bois mort notamment. Alors pourquoi le champignon est fait comme ça?
parce que le réseau de mycélium va lui permettre de se nourrir dans le sol. Alors, on trouve parfois chez les champignons des pathogènes, comme par exemple certains champignons qui poussent sur les feuilles, dans les bananeraies, etc., qui sont un vrai fléau parce qu'ils vont aller se nourrir de la plante sur laquelle ils poussent. Et Ça, donc, ça peut être des pathogènes. Chez le lichen, comme on a vu précédemment, toujours pas. eh bien, on voit deux choses. On voit l'algue avec le champignon, et puisque l'algue va nourrir le champignon, celui-ci n'aura pas besoin d'aller puiser les nutriments nécessaires dans le substrat. En fait, le lichen, il va utiliser ici, par exemple, l'écorce d'arbre, juste pour se poser dessus. Il n'y aura pas d'interaction directe avec son substrat. Donc, les lichens ne sont pas des pathogènes, contrairement à certains champignons. Alors, je racontais ça à un ami qui m'a dit, en fait, les lichens, c'est un peu comme les coraux. C'est vrai, c'est le même style de symbiose. Les coraux, en effet, c'est un cnidaire associé à une algue marine. Les algues, on les appelle les zooxanthelles. Mais je dirais qu'il y a quelque chose de particulier chez les lichens. Jusque-là, nous avons vu un type de lichen. Un lichen qui est formé d'un champignon qui est associé avec une algue. Mais il y a également d'autres types de lichens qui, eux, au lieu de s'associer avec une algue, ils vont s'associer avec une bactérie qu'on appelle cyanobactérie. Ils vont alors prendre une couleur un peu plus foncée. Et puis, il y a des cas particuliers où le champignon, il va carrément s'associer avec les deux types, avec à la fois une algue et une bactérie, comme si ça ne suffisait pas. C'est un cas particulier. Alors, les deux partenaires ici, on les appelle les photobiontes parce qu'ils effectuent tous les deux la photosynthèse. Ils captent la lumière du soleil et ils donnent des nutriments aux partenaires fongiques, le mycobionte. Voici ici une vue des photobiontes. Donc ici, nous avons l'algue et puis ici, la bactérie sous forme de petits colliers de perles, on peut voir ici. Alors, ce qu'il y a de particulier chez ces bactéries, c'est qu'en plus de faire la photosynthèse, ils vont fixer l'azote atmosphérique. Ici, nous avons un exemple avec deux espèces que nous trouvons en Guadeloupe qui appartiennent au même genre. Sticta lacinosa est un lichen associé à une algue. Il apparaît vert. Et puis, il y a Sticta sinuosa, qui est proche génétiquement de la précédente espèce, mais elle est associée avec cette fameuse bactérie, cyanobactérie. Donc, elle prend une couleur un peu plus foncée et elle va fixer l'azote atmosphérique. Alors, c'est intéressant, ces lichens-là. On les trouve en Guadeloupe surtout dans les forêts de très haute altitude. Donc, ils vont absorber l'azote atmosphérique, ces cyanolichens. Et puis, une fois qu'ils seront sénescents, ils vont tomber au sol et en fait, ils vont aller nourrir l'arbre qui les a portés. En fait, ces lichens-là vont rentrer dans le cycle de l'azote qu'on trouve dans les écosystèmes. Alors, je vous parle de Sticta lacinosa, Sticta sinuosa. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire un petit aparté taxonomique parce que ce sera important pour comprendre la suite de la présentation. Nous, les taxonomistes, que ce soit botanistes, lichénologues, mycologues, etc., pour nommer des espèces, on se base sur la classification de Linné, qui est une nomenclature binomiale. Binomiale parce que nous allons nommer les espèces avec deux mots. Ici, par exemple, Sticta, Lacinosa, deuxième mot. Le premier mot, Sticta, il va indiquer le nom de genre. Lacinosa, il va indiquer ce qu'on appelle l'épithète spécifique. Et tout ça doit être écrit en latin. Et puis ensuite nous allons Oui, hiérarchiser les espèces en genre, il va famille, dans ordre, Bluetooth. classe, embranchement et règne, ce qui nous permet à nous, taxonomistes, de ranger un peu toute cette biodiversité. Pour que vous puissiez un peu mieux comprendre, je vais utiliser un exemple scolaire. Par exemple, le loup. Son nom scientifique, c'est Canis lupus. Canis lupus, cette espèce va être rangée dans le genre Canis, qui comprend également le chien, qui est du genre Canis. Et puis, ce genre Canis va être rangé dans les canidés, où nous trouvons le renard, le coyote, etc. Et puis, on peut aller encore plus loin. Tout cela va être rangé dans l'ordre des carnivores, où on trouve l'ours également, classe des mammifères, etc., etc. Dans le cadre de cette présentation, si déjà le niveau espèce, genre, famille, vous le comprenez un peu, c'est super. Je reprends mon exemple. Sticta sinuosa. C'est une espèce qui est rangée dans le genre Sticta, où nous trouvons d'autres espèces de Sticta. Là, c'est des exemples en Guadeloupe, que nous trouvons là. Et puis, le genre Sticta, il va être rangé dans la famille des Peltigéracées. Et cette famille même de Peltigéracées comprend plusieurs genres. Tout ça pour montrer qu'en fait, la famille des Peltigéracées, c'est vraiment grand. On trouve énormément de genres et énormément d'espèces. Voilà pour la partie taxonomique. Maintenant, revenons-en à nos lichens. Les lichens, en Guadeloupe, ils colonisent
différents substrats. Ils sont présents à peu près partout et en abondance. On les trouve sur les écorces d'arbres, comme un exemple avec ces 4 espèces. Alors j'ai une anecdote autour de cette photo. Elle a été prise lorsque j'effectuais ma formation de master écotrope à l'Université des Antilles. Dans le cadre d'une sortie avec M. Daniel Imbert, le spécialiste des mangroves, il nous a indiqué qu'en Guadeloupe, il y a plusieurs types de palétuviers. Il y a les palétuviers rouges, les palétuviers noirs, les blancs, les gris. Et puis, il nous montre celui-là. Il nous dit, regardez, c'est un palétuvier rouge. Il est au plus proche de la mer et il tolère la salinité. Alors, il y a un camarade qui me dit, mais enfin, pour un palétuvier rouge, je le trouve bien jaune. On devrait plutôt l'appeler palétuvier jaune. Et alors, on s'est rapproché de cet arbre et on s'est rendu compte que la couleur jaune qu'on voit ici, ce n'est pas l'écorce d'arbre qui est comme ça, c'est en fait le lichen qui le colonise, qui rend l'écorce, qu'on a l'impression que l'écorce est jaune. Cette espèce s'appelle Pyrenula serina. On la trouve surtout en mangrove parce qu'elle supporte les embruns marins et elle est dominante dans ces écosystèmes-là. Alors, pour clôturer l'histoire sur cette histoire de palétuvier rouge, on l'appelle comme ça parce qu'en fait, ce sont ses racines qui sont rouges. Bon, ça se voit absolument pas sur cette photo, mais vous irez sur le site du Parc national de Guadeloupe où il y a une très belle photo d'un palétuvier rouge et là, on voit clairement que les racines échasses sont rouges. Autre anecdote sur ce lichen-là, en anglais, on l'appelle le Christmas lichen. C'est le lichen de Noël parce qu'il a une couleur un peu rouge. Et puis, nous trouvons certains lichens qui poussent sur les roches. On les appelle les lichens saxicoles. Vous voyez ici un lichenologue en pleine action. C'est mon co-directeur Emmanuel Cerusio. Et il y a 30 ans, il a fait des études en Guadeloupe sur les lichens. Et je vais en parler plus tard, mais il a fait une petite publication dessus qui me sert actuellement pour ma thèse. Et puis, nous trouvons les lichens qui colonisent le sol. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui assistent à cette visioconférence qui n'ont jamais vu la Guadeloupe, qui n'ont jamais mis les pieds. C'est pourquoi j'ai mis une belle photo de paysage pour montrer à quel point les paysages de Guadeloupe sont magnifiques. Et les lichens terricoles, on en trouve plein au niveau de la Soufrière, au niveau du chemin des Dames notamment. C'est une niche écologique tout à fait particulière. Nous trouvons des espèces ici que nous trouvons nulle part ailleurs en Guadeloupe. Comme ces 3-là, par exemple, que j'ai appelé le trio gagnant du volcan de la Soufrière. Parce que si vous allez au niveau du chemin des Dames pour aller au sommet du volcan, vous ne pouvez pas les louper. Elles sont très voyantes, elles sont très abondantes. Poussant sur le sol, donc. Et puis, dernière catégorie que j'avais envie de montrer, ma préférée, les lichens qui poussent sur les feuilles d'arbres vivantes. On appelle les lichens folicoles. Alors, pourquoi je les adore? Vous voyez ici, par exemple, c'est une feuille qui ne fait même pas la taille de ma main. Et dedans, on trouve énormément d'espèces de lichens qui sont les unes sur les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai même pas la place de toutes les montrer. Et sur ce genre de petites feuilles, on peut trouver jusqu'à 50 espèces de lichens. Et puis, on trouve les lichens sur d'autres substrats, comme par exemple les nids de colibri en Guadeloupe, notamment le colibri huppé qui adore recouvrir son nid de lichen, qui va chercher dans l'environnement et qui l'applique soigneusement autour de son nid. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils utilisent toujours le même type de lichen. On voit ici, la face est plutôt grisâtre, verdâtre, et la face inférieure du lichen est plutôt foncée. Ça, c'est typiquement des lichens de la famille des Parmeliaceae. Alors, ce sera intéressant de savoir pourquoi ces oiseaux, ils utilisent ces lichens-là en particulier. Il y a différentes hypothèses comme quoi ces lichens-là, ils produiraient des composés chimiques qui sont antibactériens. Et donc, en plus de servir de camouflage pour l'oiseau, ça lui permettrait également de garder le nid propre, sans contaminant. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans cette relation, c'est une relation mutualiste, parce que l'oiseau se sert du lichen pour se protéger, mais en fait, il participe à la dissémination du lichen. C'est ce que montre cet article. Lorsque l'oiseau quitte le nid et que le nid est abandonné, en fait, les petits bouts de lichen ici, ils vont se régénérer et puis ils vont coloniser la branche sur laquelle ils ont été mis. Alors, je trouvais ça intéressant à montrer. Relation mutualiste entre deux organismes. Alors, que savons-nous des lichens en Guadeloupe? Je profite de ces dias pour montrer encore une fois les magnifiques paysages qu'on peut trouver dans le parc national de la Guadeloupe, en cœur de parc. Et nous trouvons énormément de lichens dans ces milieux. Que savons-nous des lichens en Guadeloupe? C'est une question que le parc national de Guadeloupe a posée en 2007 à l'Association française de lichénologie, qui a donc mandaté Olivier Bricot, un lichénologue de l'Association française de lichénologie,
pour faire une compilation de toutes les données existantes sur la Guadeloupe. Donc, ça fait depuis environ un siècle que des scientifiques passent en Guadeloupe et collectent des lichens. Et donc, ce genre d'études qui compilent toutes les données que nous connaissons, c'est vraiment intéressant. Et donc, à compléter avec ce travail également, cela nous permet de savoir qu'actuellement, en Guadeloupe, nous connaissons 600 espèces. Ce qui est intéressant avec le rapport d'Olivier Bricot, c'est qu'il montre que, alors, beaucoup de gens ont ramassé des lichens en Guadeloupe dans le cadre d'inventaires, mais aucune étude n'a été effectuée sur l'écologie des lichens guadeloupéens. Donc, nous ignorons en fait comment se distribuent les espèces sur l'île. Est-ce qu'il y a des espèces qui préfèrent plutôt les milieux secs que les milieux humides, et pourquoi en fait? Alors, lorsque je suis arrivée en 2016 pour faire ma formation de master à l'Université des Antilles, avec mon professeur de botanique Alain Rousteau et un lichenologue basé à Dublin, Howard Fox, nous avons proposé une première étude exploratoire sur l'écologie des lichens corticoles, donc ceux qui poussent sur l'écorce des arbres, dans le parc national de la Guadeloupe et le long d'un gradient altitudinal, donc au niveau de la forêt de bain jaune, puisqu'il n'y a pas meilleur endroit pour faire un gradient altitudinal que le massif de la Soufrière. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Déjà, il fallait estimer un nombre d'espèces de lichens par arbre. Et puis, nous avons testé différents paramètres sur ce nombre d'espèces retrouvées. Tout d'abord, nous avons mesuré le pH de l'écorce de l'arbre pour savoir si l'écorce est acide ou pas. Est-ce que cela va influencer le nombre d'espèces retrouvées? Et puis, la rétention d'eau de l'écorce également. Est-ce que si l'écorce est plus ou moins spongieuse, cela va avoir une influence sur le nombre d'espèces? Et puis également l'effet de la luminosité, si le tronc est plus ou moins ensoleillé, est-ce que le nombre d'espèces va être affecté? Et puis également la compétition avec les bryophytes, parce que les lichens et les bryophytes, qui comprennent les mousses, partagent la même niche écologique, ils poussent les uns sur les autres, et on pourrait se demander, est-ce qu'il y a une compétition entre les deux? Alors nous avons inspecté 17 arbres, de moyenne jusqu'à haute altitude, et puis nous avons sélectionné des essences d'arbres que nous pouvons trouver à la fois à moyenne et haute altitude. Enfin, sur chaque arbre, nous avons placé un quadrat et nous avons calculé dedans le recouvrement bryophytique, donc l'espace que prennent les mousses sur l'écorce. Nous avons mesuré la luminosité avec cet appareil, que l'on voit ici, et puis le pH de l'écorce, et la rétention d'eau de l'écorce également. Alors, quels sont les principaux résultats? Nous avons vu que statistiquement, plus l'écorce est spongieuse, donc a une rétention d'eau élevée, moins il y a d'espèces de lichens. Donc les lichens n'aiment pas les écorces qui sont trop spongieuses. Et puis, nous n'avons pas trouvé d'effet statistique sur le pH et la luminosité sur le nombre d'espèces retrouvées de lichens. Alors, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'influence de la luminosité sur les lichens, parce que nous pouvons très bien trouver le même nombre d'espèces sur un tronc lumineux par rapport à un tronc à l'ombre, c'est juste que ça ne va pas être les mêmes espèces. Et ce qui était le plus intéressant dans cette étude, on a inspecté que 17 arbres, que 2 faces de l'arbre dans un quadrat, et nous avons trouvé des choses nouvelles pour la Guadeloupe. 3 nouveaux genres. Donc le genre Chapsa, qui est connu en Amérique du Sud, mais qui n'avait jamais été observé jusque-là en Guadeloupe. De même avec Gyrotrema, un genre qui est connu en Amérique du Sud, mais qui n'avait jamais été vu en Guadeloupe. Pareil pour ce genre-ci, de lichen. Et puis enfin, nous avons trouvé une potentielle espèce nouvelle pour la science. Alors nous ne l'avons pas encore décrite parce qu'en fait, il faudrait qu'on la recollecte, parce qu'on a très peu de matériel. Et pour décrire une espèce, il faut quand même du matériel pour pouvoir en faire un holotype, quoi. Bref, suite à cette étude, dans le cadre de mon stage de Master 2, nous nous sommes dit, bon, on va continuer à étudier les lichens en Guadeloupe, et pourquoi pas s'intéresser aux lichens qui poussent sur feuilles. Et avec une équipe du Muséum national d'histoire naturelle, Sébastien Leblond et Rémi Poncet, nous sommes intéressés aux lichens folicoles de basse altitude en Guadeloupe, donc à partir des récoltes de Casimir Le Gallo. Mais alors, qui c'est Casimir Le Gallo? Casimir Le Gallo, c'était un prêtre qui a été envoyé en Guadeloupe dans les années 1950 et il y est resté jusqu'en 1970. Alors, outre ses activités pastorales, sur son temps libre, il allait dans la forêt à côté et puis il allait collecter des feuilles d'arbres parce qu'il avait vu qu'il y avait des petits organismes qui poussaient sur ces feuilles, dont des lichens, et ça l'intéressait de savoir qu'est-ce que c'était. Donc, il a récolté des feuilles, les a mis dans des enveloppes, comme on peut le voir ici,
il a indiqué l'étiquette de la localité, et puis il les a envoyés au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, dans l'espoir que quelqu'un puisse identifier ces lichens. Et voilà comment, 50 à 60 ans plus tard, on se retrouve à étudier une vieille collection de lichens. Donc l'objectif du stage, c'était d'identifier les lichens folicoles collectés par le prêtre Le Gallo, le père Le Gallo, je devrais dire. Et puis, une fois cela fait, on s'est demandé, mais si on retournait dans les mêmes localités que Casimir Le Gallo, comme à Ravine-Blondeau par exemple, et si nous collectons sur exactement les mêmes essences d'arbres que lui, est-ce que nous allons retrouver les mêmes espèces de lichens au même endroit 50 ans plus tard? Alors, c'est comme ça que nous avons sélectionné 15 stations historiques qui avaient été visitées par le père Le Gallo, et nous y sommes revenus en 2019. Alors, puisque c'est des basses altitudes, cela concerne surtout des mangroves et des forêts marécageuses, comme on peut voir ici. Quels sont les principaux résultats? Eh bien, nous avons trouvé au total 103 espèces de lichens folicoles, ce qui est énorme parce que les lichens folicoles n'aiment pas la basse altitude. Là, on est quand même proche de la mer, c'est trop sec pour eux. Mais malgré ça, quand même beaucoup d'espèces. Et puis, ce chiffre impressionnant de 32 espèces nouvelles pour la Guadeloupe, donc des espèces que nous ne connaissions pas pour l'île. Et puis, ce chiffre impressionnant de 6 espèces nouvelles pour la science. Quand on parle d'espèces nouvelles pour la science, ça veut dire qu'elles n'ont jamais été vues ailleurs, qu'il faut les décrire et les nommer. Alors, parmi ces 6 espèces nouvelles, nous en avons décrit une en 2020, Enterographa cerusioxi. Alors, le père Le Gallo, il avait trouvé cette espèce à l'époque à Sainte-Marie, sur le littoral de Trois-Rivières, et puis au niveau du littoral de Bouillante, au niveau du lieu-dit Pigeon. Quand on y est retourné en 2019, nous avons trouvé l'espèce sur le littoral de Bouillante, mais elle n'était pas très vaillante, quoi. Et l'espèce était plutôt bien présente au niveau du littoral de Robin. Alors en fait, cela signifie qu'actuellement, cette espèce-là qui vient juste d'être décrite, elle n'existe qu'ici, en Guadeloupe. Donc vraiment, micro-localité pour cette espèce nouvelle. Alors pourquoi nous ne l'avons pas retrouvée à Sainte-Marie? Bonne question. Intéressons-nous à Sainte-Marie. Alors, Le Gallo avait écrit « J'ai collecté des lichens à Sainte-Marie, Cap-Esther, dans la mangrove Apterocarpus officinalis, de 1 à 3 mètres d'altitude. » Alors nous sommes allés à Sainte-Marie en 2019, et puis avec Rémi, on a cherché la mangrove, et on ne l'a pas trouvée. Alors on a demandé aux gens, elle est où la mangrove de Sainte-Marie? On nous a dit, il n'y a pas de mangrove à Sainte-Marie, il faut aller à Goyave pour trouver de la mangrove. Bon. Et puis, nous avons vu via Google Maps que cette route-là, elle est appelée chemin de la mangrove. On s'est dit, tiens, pourquoi ça s'appelle chemin de la mangrove alors qu'il n'y en a pas? Et nous avons retrouvé des photos aériennes de 1950 dans laquelle il semble apparaître ici une forêt. Et puisque le chemin ici s'appelle chemin de la mangrove, on peut s'imaginer qu'en fait, ici, il y avait une mangrove. Donc, il y avait bien une mangrove à Sainte-Marie. Et c'est probablement ici que le Casimir Le Gallo est venu collecter cette espèce. Je fais un zoom ici pour montrer. On voit que ici, il y a de la végétation. On voit que Sainte-Marie, à l'époque, c'était vraiment petit. Il y avait juste un embarcadère ici avec quelques maisons en 1950. Tandis qu'en 2019, il y a énormément d'habitations. Et en allant sur place, on a constaté, effectivement, sur le littoral de Sainte-Marie, il n'y a absolument pas de mangrove. On voit quelques arbres, mais ce sont des espèces exotiques. Donc, en fait, si nous n'avons pas retrouvé l'espèce, c'est tout simplement parce que son milieu a disparu. Alors, l'ensemble de ces résultats ont été présentés dans le cadre de la 9e conférence internationale de lichénologie. En gros, c'est le festival des lichénologues qui a lieu tous les 5 ans, où on se regroupe entre spécialistes et on s'auto-congratule, on est super contents. Alors, suite à ces résultats, j'avais vraiment envie de continuer d'étudier les lichens guadeloupéens. Et puisque j'avais fini mes études et que j'avais validé mon master, je me suis dit le meilleur moyen, c'est de le faire en thèse. Et pourquoi sur le lichen follicole? Parce que c'est quand même une composante importante des milieux tropicaux. Comme vous pouvez le voir ici, les lichens follicoles sont très abondants dans tous les milieux tropicaux, mais peu abondants chez nous en métropole ou ailleurs en Europe. Et c'est comme ça que nous avons créé un projet de thèse avec l'équipe de l'Université de Liège et mes deux directeurs qui sont Nicolas Maguin et Emmanuel Cerusio. Alors Nicolas Maguin, il est lichénologue et c'est le spécialiste de tout ce qui touche à l'ADN chez les lichens, donc c'est parfait. Et puis Emmanuel Cerusio, lui, c'est le spécialiste des lichens follicoles. Alors, j'ai pas de manuscrit à montrer parce que j'ai pas encore fini ma thèse.
Donc à la place, pour combler le trou, je vais mettre une photo de moi avec un trophée, donc une grosse feuille de Sloanea dentata, châtaignier grande feuille. L'objectif de la thèse, c'est de mieux comprendre le mode de vie sur feuille chez les lichens et les conséquences évolutives de cette stratégie par rapport au fait que les lichens puissent pousser sur écorce ou sur roche. Alors, quand on parle de conséquences évolutives, on parle des conséquences sur l'ADN de ces lichens, notamment. Alors, pourquoi les lichens follicoles sont aussi intéressants? Ce sont des lichens qui sont atypiques, parce qu'ils poussent sur un substrat instable. Une feuille d'arbre, ça peut tomber par accident. Ça peut tomber parce qu'il y a un cyclone, il y a une tempête. Ça peut tomber en l'espace de quelques mois ou quelques années. Et donc, le cycle de vie de ces lichens, il est dépendant du cycle de vie de la feuille qu'ils portent. Alors que chez les autres lichens qui poussent sur roche ou sur arbre, il n'y a pas de problème, le substrat est stable et ils peuvent pousser très lentement. D'ailleurs, c'est connu qu'ils poussent que quelques millimètres par an, alors que les lichens follicoles, en l'espace de quelques mois, ils sont déjà prêts à effectuer la reproduction, etc. Et donc, l'objectif, c'est de comparer ces deux modes de vie. Et puis, nous partons du principe que, de par les stratégies différentes, ce sont des espèces différentes qui poussent sur feuilles et sur roches. Alors, le modèle d'étude choisi pour ma thèse, c'est la famille des gonfilacées. Alors, c'est quoi les gonfilacées? On se situe au niveau de la famille. Donc, je vous ai remis le schéma de tout à l'heure. La famille des gonfilacées, c'est une famille qui comporte 37 genres et 440 espèces. Bon, c'est juste des chiffres pour montrer qu'en gros, c'est une grosse famille de lichens. On les trouve partout. Comme je l'ai montré précédemment, ça suit la distribution des lichens follicoles mondiaux. Pourquoi cette famille? Parce que c'est un modèle intéressant. Il y a des genres, enfin, cette famille comporte des genres qui poussent exclusivement sur feuilles, comme le genre Asterotherium. Cette famille comporte des genres qui poussent que sur écorce, comme Gyalidéopsis. Et puis, des genres qui poussent exclusivement sur roche, comme Lithogyalidéopsis. Toutes ces espèces-là sont en Guadeloupe. Enfin, ces genres-là également présents en Guadeloupe. Et puis, c'est une famille historiquement bien étudiée en Guadeloupe. Mon co-directeur, Emmanuel Ceruzio, dont vous avez vu la photo tout à l'heure, il a fait une étude spécialement sur cette famille en Guadeloupe. Il a décrit 4 espèces nouvelles pour la science, et puis il a fourni une checklist des espèces que nous trouvions. Alors, quand on a décidé de s'intéresser à cette famille, et qu'il était question d'aller en Guadeloupe, il m'a dit, écoute Élise, dans les années 90, j'ai observé en Guadeloupe des gonfilacées sur les roches en rivière, il faut absolument qu'on aille les voir, et qu'on aille les prélever, et qu'on fasse l'ADN dessus pour savoir ce que c'est. Parenthèse, je ferme la parenthèse. Il y a également une monographie sur les follicoles neotropicaux qui est applicable à la Guadeloupe. Et formidable, une thèse récemment soumise en 2018 sur la famille des gonfilacées. Donc avec ça, on a assez de connaissances pour pouvoir approfondir le sujet évolutif, etc. Voici où nous avons collecté des gonfilacées en Guadeloupe, c'est surtout à la Basse-Terre et surtout en cœur de parc. Puis exceptionnellement, on s'en est éloigné pour aller dans les parcelles de l'ONF. Alors, une fois qu'on a collecté tous ces lichens, hop, direction Liège, en Belgique, au laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au laboratoire? Déjà, on a repéré le lichen qui nous intéressait. Tout ça se passe sous la loupe parce qu'évidemment, les lichens sur feuilles sont extrêmement petits. Nous avons prélevé avec une pince environ 2 mm du lichen en question. Nous avons ajouté un mix PCR dans le tube. Alors, nous avons extrait et amplifié l'ADN de ce lichen. Et puis, on l'a envoyé à une entreprise qui va faire du séquençage. Et puis, à partir de ce séquençage, on obtient une séquence d'ADN. Et suite à un long et laborieux travail informatique, cela nous permet de placer le lichen étudié dans un arbre phylogénétique sur la base de son ADN. Et puis, en faisant ça avec plusieurs lichens, on est capable de dire quelles espèces sont les plus proches génétiquement entre elles, de celles qui sont les plus éloignées. Alors, après avoir fait le labo, qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat? Déjà, plein d'espèces nouvelles pour la science, 17 en Guadeloupe. On parle quand même que d'une seule famille de lichens. Il y en a énormément. Ça voudrait dire que si on s'intéressait à toutes les familles de lichens en Guadeloupe, le nombre d'espèces nouvelles pour la science serait potentiellement très élevé. Tout ça, ce sont des espèces qu'il faut nommer, décrire, et qui n'ont jamais été vues ailleurs qu'en Guadeloupe. Et puis, on a découvert, enfin, je devrais dire redécouvert, puisque c'est Emmanuel qui l'avait vu dans les années 90, l'écologie aquatique des gonfilacées. Donc, les gonfilacées, en Guadeloupe, colonisent les rochers qui sont dans la rivière. Et alors, ce qui est incroyable,
c'est qu'on s'est retrouvé avec des lichens qui poussent habituellement sur feuilles, sur les rochers, dans la rivière. Regardez cet exemple ici. Ce Galetidium, qui est une espèce nouvelle d'ailleurs, on l'a vu abondamment sur les feuilles, mais on l'a également vu sur les rochers dans les rivières. Et ça, on le sait parce que l'ADN est identique. Sinon, clairement, sur la base de sa morphologie, on aurait des doutes, hein, parce que on voit qu'elle est un petit peu différente. Mais c'est pas étonnant parce qu'une roche, la surface est quand même un peu plus, enfin, la surface est différente d'une feuille, donc ça affecte un petit peu sa morphologie. Alors, je vous expliquais tout à l'heure que les lichens sur roche et les lichens sur feuille sont différents. Parce que d'un côté, il y a un substrat stable, donc le lichen pousse de quelques millimètres, et puis de l'autre côté, on a des espèces spécialisées qui se développent très très vite et qui sont adaptées au substrat instable que sont une feuille. Et puis là, maintenant, je suis en train de vous expliquer que les lichens sur feuille, c'est les mêmes que ceux qu'on trouve sur roche, dans la rivière. En fait, tout simplement, ce scénario, il ne fonctionne pas en Guadeloupe. Alors, pourquoi on retrouve les mêmes espèces? Parce qu'en fait, les lichens, enfin les roches de rivière en Guadeloupe sont soumises régulièrement au cru. Donc en fait, l'hypothèse que les roches sont des substrats stables pour les lichens, elle ne fonctionne pas ici. En fait, les roches dans les rivières en Guadeloupe, c'est des substrats super instables parce qu'il y a des crues régulières en Guadeloupe. Et c'est pour ça que les seuls lichens qui peuvent coloniser les roches en rivière, bah, ce sont les lichens qui poussent sur feuilles, ceux qui sont habitués à des changements brutaux de leur environnement. Donc voilà l'hypothèse proposée. Les roches en rivière en Guadeloupe sont des substrats aussi instables que les feuilles. Alors, quand j'ai expliqué ça à mon comité de thèse, ils m'ont dit, mais comment tu sais qu'en Guadeloupe, il y a des crues régulières? Bon, en science, il faut le prouver avec des chiffres. Et je vais vous montrer un exemple avec la rivière Vieux Habitants. Voici où nous sommes allés. Au niveau, je ne sais pas si vous connaissez, mais la cascade Paradis, dans la commune de Vieux Habitants. Alors, cet endroit, il suit la rivière Grands Habitants, qui se jette par là. Voilà. Et alors, je me souviens que quand je suis arrivée en Guadeloupe en 2017, j'avais dit à un ami, alors j'ai passé l'après-midi à me baigner à la Cascade Paradis, c'est vraiment génial comme endroit. Il m'avait dit, oula, ça me rappelle un mauvais souvenir, parce que cette rivière, elle est traître. Quand j'étais petit, en temps longtemps, comme on dit, ma mère allait laver son linge à la grande rivière de Vieux Habitants. Il faisait beau et on jouait dans la rivière. Et puis un jour, elle a entendu un grondement, elle a vu le l'eau qui a commencé à monter, et devenir trouble. Alors, elle nous a attrapé un enfant sous chaque bras et elle est partie en courant. Parce qu'en fait, une crue est en train d'arriver. Elle a laissé tout le linge et tout le linge a été emporté en l'espace de quelques secondes. Je pense que ce jour-là, elle nous a sauvé la vie. Parce qu'effectivement, on sait qu'en Guadeloupe, les crues, le système des rivières est extrêmement dynamique et qu'une crue peut arriver d'un coup. Donc, encore une fois, il faut faire, et on cesse de le répéter en Guadeloupe, faire très attention lorsqu'on se baigne en rivière. Parce que des crues spontanées peuvent arriver, même si à l'endroit où on se trouve, il ne pleut pas. Il suffit qu'il pleuve en amont pour qu'en aval, on se retrouve avec un torrent en l'espace de quelques minutes. Je... Bref. Alors, pour arriver à la cascade Paradis, ce qui est rigolo, c'est qu'il faut traverser cette espèce d'obstacle. Alors, je l'appelle ancien obstacle parce que, et si vous êtes retourné en 2023 à cet endroit, suite à la tempête Fiona, tout ça, ça a été détruit. Ça n'existe plus. Mais à l'époque, on y était allé en 2022 pour collecter des lichens, ça existait encore et on trouvait énormément de lichens ici. Regardez avec des photos satellites ce qu'on peut voir. En mars 2022, nous étions là à trouver énormément de lichens follicoles et énormément de lichens sur les roches. Et puis, je suis retournée ici en 2023 et la cata, on voit que les berges de rivière ont été complètement bouffées. Les cailloux, ils se sont complètement retournés et les arbres ont été arrachés. Là où on trouvait autrefois beaucoup de lichens follicoles, là actuellement, ce n'est plus le cas. Et moi, j'étais un peu désespérée. Je me disais, bon sang, les lichens qui m'intéressaient pour ma thèse ont complètement disparu. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ces phénomènes d'ouragan, ce n'est pas quelque chose de nouveau en Guadeloupe. Ça a eu lieu, par exemple, avec l'ouragan Maria. Et on voit aussi que par les photos aériennes, c'est visible. On voit que les berges ont été perturbées lors de cet événement. Bon, pas autant que l'ouragan Fiona, mais quand même, on le voit. Alors, j'ai cherché quelques données sur la rivière Vieux Habitants et j'en ai trouvé pour 2017. Les données sont publiques, mais elles s'arrêtent en 2021.
Donc c'est pour ça que je vais me concentrer sur 2017. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de la rivière? Ici, voici un graphique qui est disponible en ligne sur Hydroportail. On voit ici le débit en mètres cubes par seconde de la rivière et ici les mois qui se sont écoulés durant l'année 2017. Alors effectivement, ce qu'on remarque tout de suite, c'est ce pic qui correspond à l'ouragan Maria. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ce qui s'est passé avant l'ouragan Maria, où on voit ici des débits qui sont extrêmement élevés et qui arrivent de manière irrégulière tout au long de l'année. On voit, voilà, il n'y a pas vraiment de rythmicité. Mais ce qui est très impressionnant, on voit ici en pointillé que le débit moyen est peut-être de 5 mètres cubes, mais que d'un coup, on peut se retrouver avec un débit de plus de 100 mètres cubes par seconde. Donc ça veut dire que ces rivières, il y a des crues spontanées et que le système, cette rivière-là est très dynamique à Vieux-Habitants. Voici une autre donnée sur cette rivière qui correspond à la hauteur d'eau en mètres. Là, c'est pareil, on voit qu'on peut passer facilement de moins d'un mètre d'eau, donc je ne sais pas, 30 cm d'eau, à subitement plus de 2 mètres d'eau. C'est énorme. Et donc, à la fois ces données sur la hauteur d'eau et sur le débit qui expriment un peu la puissance de la rivière, on peut comprendre que ces roches en rivière, elles sont complètement lavées par la rivière et de manière régulière, et que les lichens, ils sont détruits, ils peuvent être détruits assez régulièrement, ou du moins ils sont soumis à ils sont soumis aux crues des rivières, vous l'aurez compris. Alors je me suis demandé, puisqu'ici on a constaté une destruction de l'habitat des lichens, cela a peut-être eu lieu également pour l'ouragan Maria. Et ça veut dire que quand on est passé en 2022 et qu'on a vu énormément de lichens, ça voudrait dire qu'il y a peut-être eu une recolonisation des lichens. Alors il serait intéressant de retourner ici en 2025 par exemple et de voir si nous constatons une recolonisation des lichens autour de cette rivière. Alors, je vous ai expliqué tout le long de ma présentation que nous trouvons énormément de nouveautés en Guadeloupe, des espèces que nous avions jamais vues en Guadeloupe, et puis des espèces que nous avions jamais vues dans le monde, donc des espèces à décrire. On peut se demander, mais en fait, combien y a-t-il d'espèces en Guadeloupe? Alors, cette étude-là, elle s'est intéressée à cette question, et cette équipe a essayé d'estimer le nombre d'espèces que nous devrions trouver par territoire. Et alors, ils ont fait une estimation pour la Guadeloupe. Et d'après eux, il y aura environ 1300 espèces de lichens en Guadeloupe. Nous avons vu dans les dias précédentes que nous connaissons actuellement 600 espèces de lichens en Guadeloupe. S'il y a 1300 espèces estimées pour le territoire, ça veut dire que nous ne connaissons actuellement même pas la moitié des espèces de lichens présentes en Guadeloupe. Ça veut dire que nous sommes au tout début de la connaissance sur les lichens en Guadeloupe et qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire et que nous sommes susceptibles de trouver encore des nouveautés dans les prochaines années. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert de connaître la biodiversité des lichens? Pour quelles applications? Alors, je vais vous montrer deux exemples de ce qui se fait en Europe, là où nous connaissons bien les lichens, puisqu'ils sont étudiés depuis plus de 2 siècles. Ici, vous voyez Joël Bousty et son équipe qui, eux, s'intéressent à trouver des composés chimiques chez certains lichens. Et ils sont en train d'identifier des molécules susceptibles d'avoir des propriétés pharmaceutiques, donc créer des antibiotiques à partir des lichens, créer des molécules anticancéreuses ou des cosmétiques. Et alors, Joël Boustil et son équipe, ils ont découvert qu'il y avait des molécules qui étaient produites uniquement par les lichens dans le monde vivant. Donc, c'est très intéressant de s'intéresser aux lichens pour ça. Et puis ensuite, les lichens, en France et en Belgique notamment, ils sont utilisés pour surveiller la pollution atmosphérique et le changement climatique. Encore une fois, je vais faire un parallèle avec les coraux. Vous savez que les coraux en Guadeloupe, ils blanchissent parce qu'il y a une augmentation de température de l'eau qui est liée au changement climatique, etc. Ben, vous saviez que les lichens, c'est pareil. Les lichens aussi, ils blanchissent. Dès qu'il y a un changement dans leur environnement, eh ben, on voit certaines espèces complètement disparaître. Et c'est pour ça que ce sont des indicateurs vraiment intéressants pour la pollution de l'air et les changements climatiques également. À l'image de ce programme, LichenGo, qui a été développé en France et qui est aujourd'hui porté en Belgique par Hugo Counois, qui est un doctorant,
et le professeur Yannick Agnan. Et puisqu'on connaît bien les lichens en milieu urbain, puisqu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été effectuées, eh ben, ils ont proposé une liste d'espèces à suivre afin que tout le monde, le tout public, puisse estimer la qualité de l'air dans leur jardin ou en ville, par exemple. Donc voilà des exemples d'applications qui pourraient être faites en Guadeloupe avec les lichens. Et encore une fois, pour cela, eh ben, il est nécessaire de bien connaître la biodiversité des lichens en Guadeloupe, parce que si nous connaissons bien les espèces, eh ben, nous pouvons savoir à quoi elles peuvent servir comme application pour le citoyen, pour tout le monde. Alors voilà, c'est ma conclusion de ma présentation. Je voulais remercier, j'ai beaucoup de gens à remercier dans le cadre des études sur les lichens en Guadeloupe. Tout d'abord, Barthélemy et Jeanne pour nous avoir aidés sur le terrain. Et puis, je voulais également remercier Alain, Liliane et Mike qui nous ont accompagnés sur le terrain en 2022. Je voulais également remercier le professeur Daniel Imbert, qui était l'ancien responsable du Master Écotrope à l'époque où j'y étais. Et en fait, on va dire qu'il m'a facilité la vie parce que j'avais besoin d'étudier les lichens sur mon temps libre et il m'a prêté un microscope et une loupe binoculaire. Donc, merci à lui pour ça. Et puis, je voulais également remercier ces 3 personnes qui sont des lichenologues aguerris, sans qui on n'aurait pas pu faire toutes ces découvertes. Parce que c'est facile de dire qu'une espèce est nouvelle, mais en fait, il y a beaucoup de travail derrière pour dire qu'une espèce est nouvelle. Et c'est eux qui viennent confirmer que chaque espèce est nouvelle pour la science, et c'est avec eux que nous allons décrire les nouveautés en Guadeloupe. Et puis enfin, je voulais remercier mon collègue Lucas Borgato, qui est le doctorant de Damien Hertz, et avec qui on bosse certains samedis à actualiser la checklist des lichens de Guadeloupe avec nos directeurs respectifs. Et nous allons proposer une actualisation de cette checklist d'ici 2 ans. Et puis enfin, merci à vous, merci de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dès maintenant, ou alors vous pouvez les poser à mon adresse, elise-lebreton@uliège.bi.